Amateurs de bons mots et de citations, bonne nouvelle, aujourd'hui nous allons passer un peu de temps avec Mark Twain, peut-être un des auteurs américains les plus cités dans les présentations. Il faut dire que l'auteur de Tom Sawyer et d'Huckleberry Finn a une vie riche, dans la mesure où avant d'être romancier, il a été typographe, imprimeur, pilote de bateau à vapeur, chercheur d'or, milicien, homme d'affaires, essayiste, chroniqueur, journaliste, et que tout ça, forcément, lui a amené un regard à la fois original et impertinent. Suffisamment en tout cas pour faire de ces citations le support de quelques bons conseils à l'oral. Alors voici tout de suite 5 citations de Mark Twain utiles à connaître pour se préparer à prendre la parole en pleine confiance. Là, on est d'accord, on frôle l'aphorisme. Le secret pour être devant, c'est d'être parti. Eh bien, c'est la même chose pour progresser à l'oral. Le secret pour être performant, c'est précisément de ne pas attendre qu'on vous demande de parler. À titre personnel, je me suis fait avoir plein de fois comme ça. La plupart du temps, quand on a une idée et qu'on la trouve bonne, on part du fait que cela suffit pour que les autres y adhèrent spontanément. Mais c'est pas vrai. Les gens n'évaluent pas votre idée, ils évaluent ce que vous en dites. Le secret et le pouvoir que m'a donné The Presenters, c'est de réaliser que la manière de raconter les projets, elle grandit avec les projets. Le storytelling, c'est pas un vernis qu'on rajoute à la fin pour faire joli. Le storytelling, c'est juste la manière la plus sincère et performante de raconter ce que vous êtes en train de faire tous les jours. Tous les jours, vous pouvez améliorer la présentation de votre projet en trouvant une formulation qui est plus efficace, en trouvant une analogie qui simplifie, en trouvant une actualité qui met en tension. Évidemment qu'on a besoin de développer quelques réflexes méthodologiques, mais pour ça, vous pouvez vous former. Je vous mets les liens dans la description. En attendant, arrêtez de penser qu'il y a d'un côté les gens dont le métier est de mettre en œuvre les projets, et de l'autre ceux dont le métier est d'en parler. Ne laissez pas les autres défendre vos projets. Les autres défendront leurs propres projets, et ils ont bien raison. Cette phrase-là, je l'ai entendue formulée de manière encore plus impactante par un commandant du GIGN qui était interviewé par un journaliste. Le journaliste remarquait à quel point les membres du GIGN ont un entraînement intensif et lui faisait remarquer qu'avec un tel entraînement, il ne devait plus avoir peur une fois qu'il passait à l'action. Et le commandant du GIGN a répondu « Mais s'il n'y a pas de peur, il n'y a pas de courage ». De la même manière, prendre la parole devant un public, mais ça demande un sacré courage, précisément parce que ça fait peur. Et c'est normal que ça fasse peur, au plus grand nombre. L'étude qui fait encore référence aujourd'hui, elle est américaine, et c'est particulièrement intéressant, puisque c'est une culture qui fait la promotion de l'art oratoire dès le plus jeune âge. Eh bien, 75% des Américains déclarent appréhender la prise de parole en public. Ça veut dire qu'ils ont davantage peur de la prochaine prise de parole en public que de mourir. C'est ça que ça veut dire, statistiquement. Donc oui, le trac est omniprésent et touche tout le monde. Et le trac, c'est quoi? C'est ce stress que l'on ressent quand on parle devant des gens qui nous écoutent. Et ceux qui pensent que ça passera se trompent. Ceux qui vous disent qu'on peut le supprimer vous mentent. Pour une raison simple, le stress, c'est ce qu'on ressent à chaque fois qu'on se retrouve devant une situation complexe et ou inconnue. Mais prendre la parole devant un public, ce sera toujours complexe. Ce sera toujours inconnu, parce qu'il peut toujours se passer tout et n'importe quoi, à n'importe quel moment. À titre personnel, je suis très tracker. Donc, le beat qui se sert, perdre les mots et les pensées négatives qui bouclent dans la tête, faites-moi confiance, je sais de quoi je parle. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis plus serein qu'il y a 10 ans. Pourquoi? Parce que je prends tellement souvent la parole, que j'ai vécu tous les types d'interruptions possibles, toutes les pannes techniques imaginables. Ce qui fait que oui, l'exercice est moins complexe et moins inconnu. Mais ajoutez-moi une caméra où c'était pas prévu, ou mettez dans le public quelqu'un que j'attendais pas, et le stress repart au galop. Et c'est une très bonne chose. Le trac est une chance. L'adrénaline décuple nos capacités d'attention et d'observation, pour peu que l'on sache l'accueillir et s'en servir, et arrêter de le fuir et de le subir. Mettez les faits d'abord, vous pourrez les tordre comme vous voulez par la suite. On est habitué à cette critique des études qualitatives et quantitatives auxquelles on peut faire dire ce qu'on veut. Mais finalement, ça ne serait dangereux que s'il était prouvé que nous ne prenons nos décisions que sur des bases factuelles rigoureuses. Or, ce n'est pas du tout le cas.
Dès qu'il s'agit de voter, d'acheter ou de choisir, les sciences cognitives ont déjà montré que les émotions ont un rôle fondamental dans le processus de prise de décision. Les éléments factuels restent essentiels, mais uniquement pour justifier une décision que l'on a déjà prise. Je suis sûr que vous l'avez déjà vécu avec vos présentations chiffrées, en remarquant que les chiffres ne suffisent pas à faire changer d'avis. Donner des mauvais chiffres à quelqu'un qui vous soutient, ça ne suffira pas à le décevoir. Donner d'excellents résultats à quelqu'un qui ne vous supporte pas et qui n'aime pas votre projet, ça ne suffira pas à le faire changer d'avis. La littérature est large sur le sujet. Je vous renvoie dans cette vidéo à l'excellent Biology de Martin Lindstrom. En attendant, vous réalisez que les émotions ne peuvent plus être tabous en entreprise. Il ne s'agit pas de se répandre ou de faire pleurer dans les chaumières comme je l'ai trop souvent entendu. Non, il s'agit de reconnaître que ceux à qui vous accordez du leadership autour de vous sont systématiquement ceux qui savent dire ce qui vous motive, ce qui vous touche, ce qui vous titille, juste ce qu'il faut pour vous mettre à faire ce que vous ne faisiez pas avant. La gentillesse, c'est le langage que les sourds peuvent entendre et que les aveugles peuvent voir. Alors oui, je sais que le mot gentillesse a pris pas mal de plomb dans l'aile. En attendant, si en tant qu'oratrice et orateur, vous êtes capable de parler tout en prenant soin des gens qui vous écoutent, sachez qu'en retour, ils prendront soin de vous. Je sais que l'exercice est stressant, on vient d'en parler. Et il est stressant parce que la plupart du temps, on appréhende de se retrouver face à des gens qui vont nous interrompre, qui vont se moquer de nous, qui vont nous mettre en difficulté. Et on finit, parce qu'on stresse, à leur prêter de mauvaises intentions. Mais la réalité, c'est qu'ils n'ont pas ces mauvaises intentions. La première attente d'un public, c'est déjà de ne pas perdre son temps. Si, a priori, vous concevez une présentation qui est utile et agréable pour eux, le pari est déjà rempli. Or, pour concevoir une présentation utile et agréable, oui, il est nécessaire de savoir faire preuve d'empathie. L'empathie, ce n'est pas une technique de manipulation des autres. L'empathie, c'est juste de développer votre capacité de vous mettre à leur place. Et ça, ce sera utile dans tous les compartiments de votre préparation. Vous voulez réussir votre introduction ? Le meilleur moyen de capter l'intérêt d'un auditoire, c'est d'être capable de formuler le problème qui les empêche de dormir la nuit, afin de présenter votre idée comme une solution à ce problème. De quoi vous avez besoin ? D'un peu d'empathie et de beaucoup d'expérience. Vous voulez réussir votre argumentation ? Le meilleur moyen de gérer les conflits et les oppositions, c'est d'être capable d'identifier les résistances que votre projet ne manquera pas de générer. D'identifier ces résistances et de les légitimer. Parce que si vous n'êtes pas capable de vous mettre dans leur basket et de comprendre leurs raisons de s'opposer à vous, vous ne serez jamais capable de formuler une argumentation qu'ils accepteront d'entendre. Il vaut mieux vous taire et passer pour stupide que de parler et d'ôter tous les doutes. De fait, en formation, je rencontre beaucoup d'hommes et de femmes qui appréhendent les interventions de la salle, comme si une question du public était le risque de remettre en cause leur légitimité à parler. Et d'un seul coup, ils se stressent en se demandant de quoi je vais avoir l'air si je n'arrive pas à répondre, si je réponds mal ou si je mets trop longtemps. Et ils ont développé le réflexe de répondre très rapidement, comme s'il s'agissait de prouver qu'ils savaient. Et faisant ça, ils prennent le risque d'argumenter à la va-vite et pour le coup, de perdre en crédibilité. Ne vous précipitez pas à répondre. Vous prenez le risque de donner le sentiment d'être en train de vous justifier. Non, une bonne technique pour temporiser est de vous demander « Tiens, pourquoi il ou elle me pose cette question ?» Imaginez que je vous demande « Vous avez mis combien de temps à préparer cette présentation ?» Ou que je vous demande « Vous avez mis combien de temps à préparer cette présentation ?» On est d'accord que les mots sont les mêmes, mais l'intention n'est pas du tout la même. Le pourquoi je vous pose la question est différent. Résultat, la réponse doit être différente. Dans l'absolu, on ne devrait jamais répondre à une question. On devrait toujours prendre le temps de répondre à pourquoi on vous pose cette question. Oui, ça demande un petit peu de temps et d'entraînement. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous avez tous les jours l'occasion de vous entraîner. Tous les jours, on vous pose des questions. Et tous les jours, vous pouvez prendre le temps de répondre à pourquoi on vous pose la question. Vous verrez ensuite que, en général, les interventions de la salle sont plus une marque d'intérêt que de méfiance. Et que même si parfois on vous pose des questions pour vous pousser dans vos retranchements, vous aurez toujours plus intérêt à temporiser qu'à vous précipiter et à répondre quelque chose d'inapproprié. En conclusion,
J'espère que ces 5 citations de Mark Twain sont aussi inspirantes et motivantes pour vous qu'elles ne l'ont été pour moi. Si vous avez envie d'une autre dose de Mark Twain, je vous invite fortement à aller lire ou relire les aventures de Tom Sawyer. Vous allez avoir 10 ans pendant plusieurs heures, c'est un régal. En parallèle, si vous voulez vous former concrètement à tous les éléments que je viens d'exposer, je vous mets dans la description les liens vers la formation, le leadership, pour prendre la parole en pleine confiance. Et je vous laisse avec une dernière réaction de Mark Twain. En 1897, 13 ans avant sa mort, le New York Journal a publié par erreur sa nécrologie. Il a juste publiquement déclaré « L'annonce de ma mort est très exagérée ». Si vous aussi, vous avez des citations et des auteurs qui comptent pour vous, allez-y, mettez-les en commentaire, j'en ferai une vidéo pour la prochaine fois. Si l'épisode vous a plu, appuyez sur le pouce et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche et de vous abonner pour ne pas rater le prochain conseil pour prendre la parole en pleine confiance.